Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 6. 6. And dance with the devil. 6. Eh oui, alors, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Salut Simon Gondra. Ça va bien toi? Papi. Yes, et bien entendu de l'autre côté, il est allé se chercher une petite pointe de tarte et nous sommes en compagnie de PPP7, Pierre Poisson-Marquet, le légendaire historien du jeu. Messieurs, bonjour. Mais j'ai pas de tarte. Ah non, pas de tarte. Il faut savoir que si vous voulez faire plaisir à Pierre, apportez-lui un petit dessert et vous serez dans ses bonnes grâces pour l'année à venir. Et un café. Un café. Deux cafés. 2 cafés pour une pièce. 3 cafés. Pour 3 pièces. Pour 3 pièces. Oui, nous sommes en forme aujourd'hui et ben ça va être un épisode assez cool. Hein? La nouvelle formule est au rendez-vous. On vous dit pas de quoi on va vous parler. On va parler de jeux mur à mur. Sinon, avant de se lancer, 11 avril. La semaine prochaine, on vous annonce les invités. Alors, 11 avril, Beach Party! Le party de fin de saison de Balado Ludique, ça va être en live sur Twitch, 11 avril. Ça va être un épisode double, donc ça va durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie. On va parler avec plein d'invités intéressants. C'est encore le temps de nous envoyer... Ah non, désolé, il est trop tard pour vos demandes spéciales. On aura déjà booké tous les invités. Alors, on vous les annonce la semaine prochaine. Sinon, minimum, encore une fois, sur nos Patreons, nos très chers Patreons, qui nous permettent de payer nos serveurs, nos micros et toutes ces choses-là. Merci beaucoup de nous encourager. Les autres, vous n'êtes pas obligés de rien faire à part nous écouter, mais vous pouvez partager l'épisode avec votre communauté. C'est toujours très apprécié. Sans plus tarder, on va se lancer directement. On ne veut pas arriver comme la dernière fois puis se faire couper une chronique à la fin parce que là, ça peut pas être une habitude. Là. Je suis pas content. Non, c'est ça. Jeff sera pas content, surtout qu'il est encore le dernier aujourd'hui. Fait que là, il va se faire couper toutes ses chroniques. Donc, Pierre, une petite manchette pour nous? Forcément. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé d'un nouveau jeu que j'ai joué à l'avance de la compagnie Blue Cocker. Maintenant, je vais vous parler de nouveaux jeux que je n'ai pas encore joués, mais qui arrivent imminemment. Je vous dirais, si ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain. Et ce sont 2 canons. 2 jeux que je ne saurais trop vous conseiller que d'attendre de pied ferme. 2 jeux aussi, parce que la mode le veut bien, où on retrouve un livre dans la boîte de jeu. Wow! Ouh! Parce que ce sont 2 jeux qui vont se servir du livre pour jouer. Ah, board as a book. Book as a board. Non. Ah, ok. On parle en fait de livres qui vont faire partie intégralement du matériel de jeu, mais qui ne sera pas accessoirement utilisé comme étant le plateau lui-même. Comme c'est le cas par exemple du jeu sorti chez Ravensburger sur le film La Princesse Bouton d'Or, que vous avez peut-être entendu parler. Les 2 jeux que je vais vous parler, à vrai dire, ne sont pas non plus des jeux d'auteurs inconnus. Le premier vient de Cory Konieczka. Cory Konieczka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'auteur, j'insiste sur le c'était, parce qu'il s'est maintenant parti à son compte avec un éditeur qui s'appelle Unexpected Games, un éditeur en fait avec un nom qui est on ne peut plus bien choisi pour l'auteur. Konieczka, donc, est un auteur qui adore sortir des sentiers battus. C'était l'auteur maison de Fantasy Flight Games dans les années 2000 et au début des années 2010 à 2020. Et contrairement à ce que son nom peut indiquer, ce n'est pas un auteur européen, c'est un auteur américain. Mais c'est un jeune prodige. C'est lui, entre autres, qui est derrière le jeu StarCraft The Board Game, qui est devenu ensuite Forbidden Stars en 2015, je ne me trompe pas. Un jeu fameux, je vous dirais, ne serait-ce que parce que c'est le premier jeu qui a inclus le deck building, messieurs. Avant même Dominion. C'est vrai.
C'est une sous-mécanique, une des milliers de mécaniques qu'il y a dans le jeu, mais oui, en effet. Exactement. C'est pas une mécanique, la mécanique principale, on va se dire, c'est même, disons, pas toujours utilisé à chaque tour, mais ça reste quand même que ça fait partie des mécaniques ingénieuses que l'auteur avait trouvées dans ce jeu-là, qui est vraiment ingénieux sur toute la ligne. Vous voyez qu'il a été réédité. C'est lui aussi qui a fait le jeu Battlestar Galactica de Board Game. Qui, encore une fois, oui, c'est pas tout nu, Monsieur Konitzka. Battlestar Galactica, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est basé sur la série télé de science-fiction des années 2000, mais surtout, ça a été un succès énorme dans les jeux de société. Ça a prouvé que les jeux à franchise peuvent être excellents, parce que ce jeu-là a introduit pour la première fois la mécanique de traître apparaissant en cours de partie parmi des rôles secrets d'un groupe de joueurs qui jouent dans un mode coopératif. Alors ça, c'était fameux. C'est d'ailleurs, quand j'avais vu cette mécanique-là pendant ce jeu-là, je m'étais mordu les doigts parce que j'étais en train d'inventer un proto qui faisait cette mécanique-là. Et là, je l'ai jeté aux poubelles ensuite. Mais tout ça pour vous dire que Konitzka, avec son nouvel éditeur, son premier jeu sort d'ici un mois qui s'appelle The Initiative. Et The Initiative est un jeu coopératif assez unique, en ce sens qu'il joue avec une bande dessinée. Et il met dans la peau, en fait, une bande dessinée et un plateau. Donc les deux conjointement ensemble. Et les deux sont interactifs. Et la bande dessinée va dévoiler des informations qui vont servir à interagir avec le plateau. On joue dans la peau d'une gang d'adolescents, très précisément en 1994, dans ce jeu. Il y a des allures un peu de Stranger Things, la série populaire de Netflix, ou n'importe quel film des années 80 que vous auriez pu voir, comme les Goonies, ou comme la Guerre des Tucs. C'est un jeu qui va vous mettre dans la peau d'une gang d'adolescents, finalement, qui vont essayer de faire une mission. Une mission, finalement, qui va avoir des allures de mission d'agent secret. Et puis, chaque joueur va devoir lire les pages de la bande dessinée pour faire avancer la narrative de l'histoire, mais aussi pour faire avancer le jeu, parce que les mécaniques du jeu vont être interreliées avec la lecture de la bande dessinée. Et quand vous gagnez la partie, vous allez avoir des choses qui vont s'ajouter dans la prochaine partie. Donc, c'est pas forcément un jeu Legacy, mais un jeu qui va emprunter les chemins que le Legacy a introduit et qui suit forcément la mode très forte des jeux à narrative et à campagne qui sont vraiment en train d'exploser depuis 3-4 ans sur le marché. Il va y avoir aussi dans ce jeu-là des éléments de déduction, parce que vous allez avoir à élucider des énigmes. Donc, c'est un jeu qui suit les courants, mais qui va avoir sa touche très personnelle, comme l'auteur est capable de le faire. Deuxième gros titre que je vais vous amener à connaître, je pense qu'il vient de sortir en Allemagne. Donc, c'est un jeu allemand, oui. Et c'est un jeu sorti chez Cosmos, éditeur que je vais parler à la dernière émission pour être très, très professionnel, parce que, bon, après tout, ils sont ceux qui ont mis Catan dans l'univers ludique. Alors, ils n'ont plus rien à montrer. Et pourtant, ils nous montrent encore des nouvelles choses. Avec un jeu qui s'appelle The Adventure von Robin Hood. Donc, les aventures de Robin des Bois. Oh! Ah ouais! Ouais. Nice! Et qui a fait les aventures de Robin des Bois? Parce que ce n'est quand même pas le premier jeu de Robin des Bois qu'on voit sur le marché. Vous avez sûrement joué à des jeux de Robin des Bois avant. Ce jeu-là a été créé par Monsieur Michael Menzel. Et Monsieur Michael Menzel, qui est donc Michael Menzel pour ceux qui ne le connaissent pas? Michael Menzel, c'est avant tout un illustrateur de jeux. Vous l'avez connu sûrement parce que vous avez joué à des jeux comme L'Âge de Pierre, ou Les Piliers de la Terre, ou Cuba, ou peut-être même Carcassonne, parce que Carcassonne a eu les illustrations de Michael Menzel dans les éditions depuis 2010. Wow, ok. Donc, Michael Menzel est reconnu pour sa touche graphique très, très
léché, je dirais. Un dessin très soigné, avec des couleurs chatoyantes et des personnages qui sont toujours en train de sourire, même quand il y a du drame à l'horizon. Mais c'est un style graphique, Michael Menzel, qui a su capter des fans immédiatement. Il y a 10 ans, Michael Menzel, c'était Monsieur Illustration de jeu. Tous les éditeurs voulaient se l'arracher pour illustrer leur jeu. Et puis, ben, à force d'être populaire comme ça, il s'est rendu compte que il pourrait aussi participer à la création parce que Michael Menzel, comme plusieurs illustrateurs de jeux, aime jouer à des jeux. Il a sa collection de jeux qui dépasse 100 jeux facilement. Et il a créé en 2011 Andorre, un jeu qui avait quand même connu un succès assez fort pour gagner le Kennerspiel de CRS à cette époque-là. Quand même, c'est pas n'importe quel jeu. Pas n'importe quel. Andorre, pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu qui est un peu une initiation au jeu de rôle. Et c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler à l'époque parce que c'est un jeu qui proposait de jouer comme quand vous abordez un jeu vidéo. Vous êtes tous probablement de ceux qui jouent à un jeu vidéo sans connaître les règles du jeu vidéo, vous vous lancez tout de suite à l'assaut. Et le jeu vidéo va avoir ce tutoriel qui va vous montrer comment le jeu fonctionne au fur et à mesure que vous allez jouer. Andorre, c'est pareil. C'est un jeu qui vous propose de jouer dès que vous ouvrez la boîte et le jeu va vous montrer comment jouer à mesure que vous allez jouer ces premiers scénarios. Et ça avait été très remarqué à l'époque, assez finalement, pour que le jeu gagne le prix du Kennerspiel et qu'il a des extensions. Et ensuite, Menzel s'est retiré. Comme si il avait fait son expérience et qu'il ne toucherait plus. On pensait qu'il ne ferait plus rien. Et pourtant, il arrive aujourd'hui avec les aventures de Robin des Bois. Autre jeu dans la même lignée, c'est-à-dire jeu coopératif comme Andorre, qui est un peu une narrative dans des campagnes de scénario. Mais c'est encore une fois un jeu qui innove. Parce que c'est un jeu qui va avoir cette particularité de n'avoir aucune case sur le plateau. Plateau, bien sûr, que Menzel dessine lui-même. Alors, comment on fait pour déplacer nos pions sur ce plateau? Eh bien, les pions que l'on a, qui représentent des personnages, sont sous des silhouettes différentes. Et ils ont des silhouettes qui sont accompagnées d'une raidlette en dessous de leurs pieds, qui représente finalement le chemin qu'ils parcourent. Alors, quand vous voulez vous déplacer sur le plateau, vous mettez un pion en arrière de l'autre, ou un en avant de l'autre, qui vient d'être placé. Et avec les différentes longueurs ou largeur, je dirais, de pions que vous placez, ça forme un chemin que votre pion parcourt. Et vous parcourez vous faites parcourir votre pion d'un élément de décor à un autre sur le plateau, et ça représente le chemin que vous parcourez, et d'un élément de décor à l'autre, vous allez découvrir des choses qui vont être sur le plateau, mais qui vont être sous forme de tuiles qui sont intégrées dans des fentes qui sont dans le plateau. Alors, vous allez retourner les tuiles, et là, un dessin va être caché en arrière, et il va être replacé dans l'espace creusé du plateau, et ça va représenter maintenant cette nouvelle chose qui est dans le plateau et qui va rester dans les campagnes successives. Et toutes ces choses-là sont liées dans un livre, Les aventures de Robin des Bois, dans la boîte. Ce livre, qui possède à peu près 200 pages, où figurent les règles et les scénarios, et la couverture du livre est rigide, avec un fini de simili-cuir. Vous dire que Cosmos ne fait pas les choses à moitié. Donc, du gros luxe. C'est du gros luxe, mais c'est aussi les standards de la production des jeux qui valent ça aujourd'hui. Et c'est à surveiller, assurément. Le jeu, forcément, ne sera pas disponible ici avant probablement l'année prochaine, vu le travail de traduction qu'il va y avoir à faire. Ouais. Mais dites-vous bien que quand il va sortir ici, les gens vont en parler. Ah, très cool. C'est rare qu'on voit justement des innovations qui viennent. Bon, l'affaire des déplacements, c'est vraiment intéressant, mais aussi au niveau du plateau en tant que tel. Donc, le plateau évolue comme ça. Je vous conseille de regarder des photos là, j'étais allé regarder des photos en même temps, c'est un peu plus clair quand on regarde, mais c'est quand même. Tu regardes ça puis tu peux voir un peu le potentiel qu'il va y avoir à long terme avec ce genre de façon de travailler. En fait, c'est très cool. Merci pour cette chronique, Pierre. Hein? Une chance que c'était pas une manchette de 5 minutes.
OK. On a-tu le temps pour un autre ça va être court. Je vais garder ça court. En fait, vous savez, mon attachement pour les auteurs de jeux de société québécois, c'est vraiment une de mes passions. En fait, l'identité ludique québécoise fait partie de mes réflexions quotidiennes sur le jeu. Et je vais vous parler rapidement, en fait, d'un groupe Facebook qui s'appelle Création de jeux de société Québec. C'est un groupe Facebook que ça fait quand même quelques années que ça existe. Je suis dessus depuis un certain temps. Et c'est un groupe qui a littéralement explosé durant la pandémie. Et ce groupe-là, en fait, avant la crise et après la crise, c'est un groupe complètement différent. D'après moi, le nombre de membres a quadruplé depuis le début de la pandémie. On est maintenant à 621 membres. Et c'est je participe quand même peu au groupe Facebook en général, mais ce groupe-là est vraiment intéressant parce que je suis convaincu, mais je vois dans ce groupe-là la naissance de la communauté des auteurs de jeux de société du Québec. Avant, on avait des auteurs de jeux, il y en avait quelques-uns, il y avait des petits groupuscules, des petites rencontres, tout ça. Mais avec l'apparition et l'activité qu'il y a sur ce groupe-là, on vient vraiment de créer une communauté d'auteurs de jeux. Je tiens à saluer au passage Pascal Richer, qui est le créateur et l'administrateur de ce groupe-là, qui fait très bien ça. Ce sera pas une manchette vraiment plus longue que ça. Je voulais juste encourager les auteurs, autrices de jeux à aller sur cette communauté Création de jeux de société Québec, à participer. Très bon endroit pour trouver d'autres auteurs passionnés, créer un petit groupe d'auteurs après par la suite, partager ses idées, partager ses impressions, avoir une réflexion sur qu'est-ce que le jeu et quel type de jeu on fait au Québec et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus qui sont très intéressantes. On s'alloue pas souvent là, les bons coups de l'extérieur, mais pour moi, c'est le groupe Facebook sur lequel je passe le plus de temps. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Surtout qu'il y a quelques années, en fait, avant la pandémie, ce groupe-là existait, j'étais dessus, mais une fois de temps en temps, quelqu'un publiait quelque chose. Après ça, 2 jours plus tard, quelqu'un répondait. C'était pas très dynamique comme groupe, mais... maintenant, en fait, chaque jour, des gens vont publier, vont commenter, des échanges vraiment intéressants. Et on retrouve aussi de plus en plus des médias indépendants du jeu sur ce groupe-là aussi, qui viennent interviewer des auteurs, qui viennent partager du contenu. Donc, vraiment super intéressant. Oui, donc, c'est aussi une bonne place pour, commencer à s'intéresser au game design, si ça vous intéresse. Faire vous dites, j'aimerais ça faire des jeux, j'ai une idée, tout ça. N'hésitez pas, là, c'est comme une place où il y a plusieurs réflexions, vous pouvez poser des questions, les gens sont assez sympathiques en général, donc vous allez trouver pas mal de réponses à vos questions, puis ça contribue à justement là, à la communauté des auteurs, et il y a de plus en plus d'auteurs, vraiment actifs là, de plus en plus d'auteurs qui se font éditer aussi, donc l'expertise se développe tranquillement là. Exact, tu l'as bien dit, les gens sont pas avares de leur information, il y a beaucoup d'échanges qui se fait, donc vraiment à aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan, je pense que ça vaut vraiment la peine. Sur ce, je pense que ça fait le tour des manchettes pour cet épisode. On va y aller tout de suite avec la chronique de GF. GF, malheureusement, qui s'était fait, comme on peut dire, censurer sa chronique au dernier épisode. Alors, on va te laisser la parole, GF. Prends le temps qu'il faut. Alors, aujourd'hui, Kickstarter ou GameFound? Telle est la question. Et oui, vous connaissez certainement notre position amour-haine que l'on cultive avec les projets de financement Kickstarter. Là, sauf Pierre, là, bien sûr, qui est rendu un grand fan. Malgré notre pessimisme... Grand fan, je dirais pas, mais vas-y. Malgré notre pessimisme certain vis-à-vis les jeux qui sont proposés, on garde quand même un œil attentif, comme vous avez pu voir, aux différents jeux et aussi à l'évolution de cette plateforme, ainsi qu'à son impact sur l'industrie. Si l'impact de la plateforme de sociofinancement Kickstarter sur l'industrie du jeu de société est indéniable depuis plus d'une dizaine d'années, c'est loin d'être vrai pour ses compétiteurs comme Ulule, Indiegogo, GoFundMe. Kickstarter, outre à être une plateforme de sociofinancement, c'est aussi la plateforme qui a pris d'assaut
les jeux de société. C'est vraiment sur cette plateforme que se passe là, la majorité des gros projets de sociofinancement. Alors, la question que je me posais, c'était est-ce que Kickstarter est indétrônable? Est-ce qu'on peut rivaliser contre la grosse machine qui est en route depuis longtemps puis qui a une grosse communauté, ce gros paquebot? Moi, ça m'a... quand je commençais à penser à ça, ça me faisait penser beaucoup à... je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo, mais ça me faisait beaucoup penser à la plateforme Steam. Donc, je vous l'ai dit, la semaine passée, j'ai beaucoup de jeux sur cette plateforme, j'en ai acheté beaucoup. Évidemment, sans être une boutique à proprement dit, Kickstarter est un outil qui est maintenant devenu indispensable pour la création de jeux indépendants et le financement de projets ambitieux là, de compagnies professionnelles. Donc, c'est rendu... T'sais, au début, c'était un peu marginal, mais je dirais qu'en ce moment, c'est rendu presque impensable de pouvoir faire des jeux un petit peu plus indépendants sans avoir ce genre de soutien ou de support. Donc, comme Steam, j'ai l'impression que Kickstarter est comme devenu un genre de monopole de vendre des jeux en ligne, puis qui est incontournable pour beaucoup d'indépendants. Par contre, avec les monopoles viennent les abus de pouvoir typiques du néo-capitalisme moderne ou sauvage, comme le dit si bien Simon. Sans compétition sérieuse, comment le consommateur est supposé pouvoir faire un choix éthique? Et les créateurs, eux. L'illusion de la plateforme parfaite, elle tombe vite lorsqu'on apprend que Steam prend 25% de tous les revenus engendrés par la vente de tous les jeux de toutes les compagnies sur leur store. 25%. Faut quand même bien penser que pour des gens qui ne créent pas des jeux vidéo, ils font beaucoup de l'argent pour sur les jeux vidéo. Donc, oui, c'est sûr, il y a eu d'autres boutiques en ligne de jeux de vente en ligne, comme l'Epic Store, le Good Old Game, qui ont vu le jour pour essayer de concurrencer ce monopole-là en amenant des pourcentages différents et différents services, mais il y en a jamais aucun là qui a réussi, disons, à égaler ce que Steam est capable de faire. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que l'autre jour, j'ai eu un coup de foudre sur un jeu en Kickstarter. Et ça m'arrive jamais, vous savez. Jamais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jeff? Jamais ça m'arrive d'avoir des... Ou je suis toujours assez patient. Là, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'attends impatiemment là, la suite de la campagne durant le Pledge Manager. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais en gros, je suis tombé sur ce jeu-là, je trouvais ça super cool, je trouvais que ça avait l'air beau, bon, il y a plein de trucs intéressants. Puis, à un certain point, je me suis rendu compte, mais attends, là, c'est pas un Kickstarter. C'est sur une page qui s'appelle GameFound. C'est quoi ce GameFound? J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, ça m'a amené à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Parce que Kickstarter, je me pose pas de questions. Je suis allé sur le site. Pour moi, c'était Kickstarter. J'avais aucune chance que je pense que ce soit autre chose. Il faut dire que le site, bon, il est assez similaire, il y a beaucoup de ressemblances avec Kickstarter, donc on s'y croit presque. Mais GameFound, c'est ça, en réalité, c'est vraiment un tout nouveau outil de plateforme de sociofinancement. Alors GameFound, eux, ils débutent en tant que Pledge Manager. C'est un outil qu'ils ont créé afin de répondre aux besoins lors de Kickstarter, puis spécialement pour la compagnie Awaken Realm. Comme on va voir tantôt, c'est un peu eux qui sont derrière GameFound. Ils ont mis en place cet outil-là parce que eux, ils faisaient beaucoup de Kickstarter. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après la campagne. Une fois que la campagne est finie, Kickstarter, il vous dit, voici, débrouillez-vous avec le reste. Mais toute la question du shipping et tout ça n'est pas vraiment pris en compte dans l'outil Kickstarter, alors que c'est ça que fait un Pledge Manager. Te permet de gérer... donc, juste pour être plus précis, quand tu fais un achat sur Kickstarter, tu te donnes tes informations de crédit, mais on te demande pas ton adresse, on te demande pas l'endroit de livraison, tout ça. C'est une fois que le projet est complété, est terminé, s'il a été financé, c'est là que les pledgers, les acheteurs se retrouvent là, pour rentrer leurs informations, peut-être ajouter d'autres choses à leur commande.
ou tout simplement annuler leur commande. Généralement, à ce moment-là, la commande doit être annulée pendant la campagne, là, parce que sinon c'est crédité automatiquement à la fin de la campagne. Mais en gros, c'est un outil super pratique et super qui était pas, disons, nécessaire dans les débuts du Kickstarter, mais qui est devenu rapidement un outil indispensable. Et plusieurs sites le proposent, ce genre d'outil-là, mais c'était tout payant. Alors GameFound, eux, ils se sont dit, ben nous, on peut faire notre outil, puis en plus, après, on va le mettre à la disposition des créateurs et de façon gratuite. Donc, c'est un peu de là que commence GameFound. Ça fait quelques années qu'ils sont ce Pledge Manager-là. Si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a beaucoup de projets qui sont donc dans la deuxième phase, c'est-à-dire dans la phase de le projet complété, et là, on est en train de gérer tout le shipping des jeux. Et donc, par la communauté générée par les jeux de Wake Realm, juste en parenthèse, compagnie qui a fait entre autres This War of Mine, le jeu de société, l'outil de Pledge Manager, puis tous les autres efforts afin de construire et de garder une communauté active, la suite logique pour Awaken Realm semblait être évidemment la création d'une plateforme de sociofinancement. Tant qu'à avoir déjà l'outil de Pledge, c'était pour eux, ils se disaient, tant qu'à avoir notre propre outil, on va aussi créer notre propre outil de sociofinancement, notre propre plateforme. C'est sûr qu'ils sont, le fait d'avoir déjà une communauté, des fans qui sont derrière cette compagnie-là, et aussi des créateurs et d'autres compagnies qui les connaissent par le Pledge Manager, ça fait qu'ils arrivent avec quand même une grande communauté qui les supporte. Donc, ils sortent pas de nulle part, là. C'est pas des nobody qui arrivent et qui essaient de révolutionner la façon là, de produire les jeux. C'est une compagnie qui a de l'expérience, qui sait comment faire, qui en a fait longtemps et qui veut, d'une certaine façon, streamliner le processus de création de jeu du début à la fin, faire une intégration qu'on appelle verticale, c'est-à-dire du début du projet jusqu'à la fin. C'est un peu ça leur objectif, disons, à long terme, là, donc déjà, avec eux, tu peux faire ta campagne, et une fois qu'elle est terminée, automatiquement, ton projet est mis sur l'outil de Pledge Manager de la même compagnie. Donc, c'est vraiment déjà un beau petit package. Eux, ils prévoient aller plus loin, donc toutes les informations de shipping aller un step plus loin, et peut-être même avant, donc peut-être des gestions de pré-campagne, de sociofinancement et tout ça. Les défis indirects dont s'est doté GameFound en lançant la nouvelle plateforme, c'est une plateforme qui est destinée aux créateurs de jeux de société particulièrement. Donc, contrairement à toutes les autres plateformes, GameFound, du moins en ce moment, c'est juste des jeux de société qui se font financer là-dessus. C'est une petite équipe, mais ils sont actifs puis ils connaissent bien leur communauté. C'est un peu comme comparer l'espèce de gros paquebot qu'est Kickstarter, qui, oui, est une grosse machine, oui, est plus stable, oui, est là depuis longtemps, il va te rendre à destination, mais quand t'as besoin de tourner et t'adapter, c'est très, très long. Contrairement au petit speedboat qu'est GameFound en ce moment, qui est directement lié à la communauté, aux créateurs, et qui sont capables de rapidement intégrer des outils ou corriger le tir sur des problématiques avec l'outil. Donc c'est ça, streamliner. Aussi, ils visent une bonne expérience utilisateur, autant pour les créateurs que les backers. Évidemment, ils vont offrir des frais d'exploitation réduits, si peut-être même nuls éventuellement. Et donc une grande proximité là avec leur communauté. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu, et tu en as parlé, Simon, dans ta dernière chronique, que oui, la communauté, c'est quelque chose qui est en train de changer un peu la face de l'industrie, parce que c'est pas juste les autres compagnies. Bon, dans la tradition un peu, c'est les éditeurs sont liés aux distributeurs qui sont liés aux boutiques. Donc, il y a tout un peu un lien étroit entre ces gens-là. Ici, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui essaie de changer un peu les habitudes. Les contre, évidemment, en ce moment, malgré qu'ils affirment qu'ils ont une très grande communauté, évidemment, ça reste très petit comparable à la communauté de Kickstarter, au passage, ou juste les gens qui passent voir les jeux. C'est une plateforme qui est connue, qui est reconnue, et qui n'est
probablement pas près de s'arrêter de bientôt. Puis c'est aussi un nouvel outil, s'il y a probablement beaucoup de petits détails, des petites choses qui vont être améliorées dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, GameFound est genre en bêta test. Donc, il y a pas de... c'est pas encore ouvert à tout le monde. Ils ont 2 projets qui ont réussi à financer là, avec 2 campagnes, dans le fond, qui ont réussi à financer. Le premier qui est justement le jeu que je vous parlais au début, ISS Vanguard, qui a récolté, attention, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars pour un jeu sur une nouvelle plateforme que jamais aucun jeu avait été fondé avant. 4 millions. Mais là, combien tu as donné pour cette campagne-là, JF? Ben là, moi j'attends de voir le Pledge Manager là, parce qu'il y a plein d'add-ons pis tout là. Honnêtement, je l'aurais acheté. Il y avait juste 2 problèmes pour moi, c'est qu'il y a des figurines. S'il y avait pas de figurines déjà, ça m'inquiéterait moins. Puis il y a l'air d'avoir des combats. T'sais. Sans ces 2 éléments-là, je l'aurais acheté direct, mais là, j'ai toujours mes petites réserves. Quand même un gros point, tu sais. Je l'aurais acheté si c'était pas le même jeu. Mais quand même, c'est bon. Mais bon. Donc, c'est ça. Il y a cette Vanguard et aussi, donc, ils viennent de terminer, là, il y a quelques semaines, le financement de Kingdom Rush, qui est, dans le fond, une adaptation de jeu de société du jeu mobile, en fait, Kingdom Rush, que tu nous as jamais parlé. Je sais pas si toi, tu l'avais Absolument. essayé. Ben oui, j'ai joué aux 2. Je pense, en tout cas, il y en a peut-être 3 maintenant, mais j'ai joué aux 2 beaucoup. Ben oui, un bon petit Tower Defense recommandé. Je te dirais, c'est un des Tower Defense sur lesquels je suis retourné souvent parce que pour en avoir cherché beaucoup, il y en a pas beaucoup de... C'est un des bons qui se maintient puis que l'excitation est au rendez-vous, effectivement. C'est un des très bons. On pourra en reparler un jour, mais oui, Kingdom Rush, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Si vous aimez les Tower Defense, c'est dans les meilleurs. Donc, c'est ça, c'est là, comme 2e projet qui a été financé à 800 000 $. C'est un projet de la compagnie Lucky Duck Game. Donc, qui continue, là, ils sont connus quand même pour faire des adaptations de jeux mobiles. Donc, là, c'est sûr que là, tu regardes ça, ok, c'est une compagnie, c'est un éditeur qui part une plateforme de sociofinancement, mais ils sont qui, eux? Tu sais, j'étais comme, c'est sûr qu'ils sortent pas de nulle part, ils sont connus, il y a une grosse communauté, j'ai regardé leurs jeux, je connaissais juste This War of Mine, les autres c'était des gros jeux, de Kickstarter, hein, de figurines et tout. Puis là, en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte, tu vas peut-être être content d'apprendre, Simon, que Awaken Realms et donc GameFound, c'est des Polonais. Oh, les fameux Polonais, on sait qu'eux, ils aiment ça faire les choses différentes. Ça me fait penser à l'Epic Store quand tu me parlais de ça depuis le début. C'est ça, je l'avais mentionné dans un concurrent de Steam, là, Epic Store ou Good Old Game. Good Old Game étant d'ailleurs un projet, une plateforme là, de vente de jeux vidéo en ligne de CD Projekt, qui est aussi une compagnie polonaise. Tout ça pour dire que oui, ils sont des Polonais. C'est pas pour rien, parce que là, quand tu regardes un petit peu, tu te rends compte que, Awaken Realms, polonais, tout ça. Il y a Lucky Duck Game, c'est aussi une entreprise polonaise. Là, on peut voir aussi qu'il y a un autre projet qui a été annoncé, qui sera sur la plateforme GameFound, et c'est la réédition du jeu Robinson Crusoe. Oh, Ignacy Trzewiczek, un chef-d'œuvre des jeux polonais. Et voilà, un autre jeu polonais. Et du beau nationalisme, j'aime ça. Si je peux peut-être finir ce petit truc-là qui est This War of Mine, que je vous ai dit était l'adaptation du jeu vidéo, l'adaptation en jeu de société par Awaken Realms. Ce jeu est fait par 11-Bit Studio, qui est, et oui, aussi une boîte polonaise. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, le capitalisme assumé des US et la tendance communiste des Polonais. Est-ce qu'on a une nouvelle guerre froide qui s'en vient? Est-ce qu'on a enfin un vrai compétiteur? Un compétiteur communiste qui est là pour le besoin et pour répondre à des besoins importants de autant des créateurs de contenu que des utilisateurs. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais absolument très excité par ça. J'espère que ce projet ira de bon train. Est-ce que
GameFound va prendre la place de Kickstarter. Est-ce qu'il y aura un réel impact sur l'industrie ou est-ce qu'il va forcer la main à Kickstarter à peut-être s'adapter ou à changer un peu ses façons de fonctionner? Ben, en fait, seul l'avenir nous le dira. Nous gardons quand même un œil dessus de près. Nous allons vous en informer. Et rappelez-vous que c'est par la concurrence qu'on provoque l'innovation et c'est par l'innovation qu'on évolue comme société. Voilà. Bravo, bien dit, belle conclusion. Ouais, c'est clair que c'est... Ben, tu sais, il faut que ça arrive un jour, dans le fond, une compagnie qui concurrence Kickstarter, particulièrement pour le domaine des jeux de société. C'est tellement lucratif sur Kickstarter que ça va de soi pratiquement que des gens emboîtent le pas pour ça. Puis de voir que c'est des gens qui avaient un service de pledge manager bien établi, ça fait juste vraiment du sens, en fait, de ramener ça sous un même parapluie, comme on dit. Ben oui, puis surtout pour eux, ben, tu sais, eux, leur expérience vient de Kickstarter, et là, ben évidemment, leur projet va être financé sur leur plateforme, mais tu sais, ils ont toute l'expérience, ils ont tout le bagage, c'est des créateurs de jeux de société qui sont financés sur des plateformes de socio-financement, donc, et ben en plus que c'est un outil spécialement fait pour ça, ben il va y avoir beaucoup de différences, là, je suis pas rentré dans les détails, là, mais il y a quelques déjà différences qu'on peut voir qui amènent de plus que ce que Kickstarter ne fait pas, donc je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que l'intégration verticale là, du processus pourrait vraiment aider, ben, particulièrement les indépendants, les nouveaux créateurs, tout ça. Mais c'est quelque chose qui promet à mon sens, là, donc ça surveille. Ben, on a toujours tendance à penser que les gros ne se feront pas déloger. Tu sais, s'il y a 5 ans, on m'avait demandé est-ce que tu penses que Netflix va avoir de la compétition? J'aurais probablement dit non. Et 5 ans plus tard, en fait, ils en ont plus que jamais. D'ailleurs, ils vont peut-être perdre cette compétition. Ils vont peut-être perdre la course éventuellement. Et là, tu vois que Hasbro, tu sais, il avait lancé le remake d'HeroQuest. Il y avait Hasbro Pulse, qui est comme leur propre plateforme de sociofinancement. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir aussi. Des grosses compagnies qui lancent. Tu sais, est-ce que Asmodee pourrait éventuellement avoir sa propre plateforme de sociofinancement? C'est très possible qu'on arrive là avec des plateformes privées. Donc, bien hâte de voir la suite, mais GameFound, je trouve ça très cool, surtout que c'est fait pour les gamers, par des gamers. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à regarder, là. Yes. Super. Ben, Pierre, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? La suite de ma chronique de manchette, évidemment. Ben oui, toujours. Pierre, lui, il construit ça comme un professionnel. Donc, en manchette, je vous parlais de 2 jeux, mais je vous parlais plus précisément de 2 jeux de 2 auteurs importants. Un de ces auteurs-là est aussi un artiste. Alors, ma chronique aujourd'hui, les artistes qui sont aussi des inventeurs de jeux. Oh, nice! Bravo. Beau sujet. Et c'est une tradition, les artistes qui sont des inventeurs de jeux, qui est quand même plus vieille qu'on pense. Michael Menzel semble sortir vraiment comme une boîte à surprise quand il nous a fait Andorre en 2011. Mais la vérité, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'auteurs avant lui qui étaient aussi des artistes qui dessinaient leurs jeux. Bon, il faut dire aussi que ces artistes-là n'étaient pas que des auteurs de jeux, pour certains. Ils étaient en fait des artistes qui étaient recrutés pour faire des jeux de d'autres auteurs parce qu'ils étaient talentueux et populaires à ce point. Mais ils ont tous, à un moment ou à un autre dans leur carrière ou dans leur vie, créé des jeux et dessiné les jeux qu'ils ont créés et publié ces jeux créés avec les dessins qu'ils ont dessinés pour les jeux. Le plus ancien d'entre eux est quand même pas un tout nu. C'est même une figure, je dirais, incontournable de la mise en place de notre hobby. On parle souvent. Moi, quand je vous parle de l'histoire des jeux de société, je vais toujours vous faire référence à 3 piliers incontournables sans qui nos jeux d'aujourd'hui ne seraient pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire Alex Randolph, Sid Sackson et Robert Abbott. Tous des auteurs de jeux qui ont fait vraiment naître notre hobby dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui dans les années 60. Mais dans les années 60, il y en avait un 4e.
Il connaissait ces 3 joyeux lurons, mais qui ne frayait pas vraiment souvent avec eux parce qu'il était en Allemagne. Je parle ici de Rudy Hoffman. Et Rudy Hoffman est un auteur de jeu qui nous a quittés malheureusement il y a déjà 13 ans. Donc ce n'est pas un jeune auteur de jeu du tout. Il est né en 1924. Mais Rudy Hoffman a été un peu, je vous dirais, le Sid Sackson, Robert Abbott ou Alex Randolph de l'Allemagne, pendant que les 3 autres faisaient leur beau coup, leur 100 coups, je dirais, aux États-Unis. Lui s'occupait de tisser la scène des jeux allemands dans les années 60. C'est donc à lui, finalement, que les auteurs de jeux allemands sont redevables pour leur hobby aujourd'hui. Il a créé beaucoup de jeux, forcément, mais les premiers jeux qu'il créait et qu'il éditait, il les dessinait. Son plus connu jeu, Rudy Hoffman, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui a gagné le Spiel de CRS en 89 et qui a été réédité depuis. Ça s'appelle Café International. Il a fait les dessins de ça? Oh, excusez. Ce n'est pas lui, par contre, qui a fait les dessins de Café International. Les dessins de Rudy Hoffman sont plus, je dirais, naïfs. C'est des dessins vraiment très élémentaires. Si vous avez déjà vu des émissions de Sesame Street qui datent des années 70, où on voit parfois des courts-métrages animés, avec évidemment des personnages animés de toutes sortes, le style de dessin animé qu'on avait dans les années 70 colle vraiment bien au style de Rudy Hoffman. Charlie Brown. Charlie Brown, effectivement, pourrait s'apparenter un peu au style de Rudy Hoffman, avec des personnages deux-dimensionnels, pas tridimensionnels, mais vraiment bidimensionnels, avec des mains, des membres de corps et des têtes qui sont un peu disproportionnées par rapport au reste du corps. Un dessin vraiment brut, très spontané, mais charmant en même temps, parce qu'il y a quelque chose finalement de très singulier et très artistique finalement dans ce dessin. Rudy Hoffman s'amusait beaucoup à dessiner ses jeux et souvent les éditeurs retenaient ses talents parce que c'était une époque finalement où les éditeurs de jeux n'étaient pas en quête comme on le fait aujourd'hui d'artistes vraiment très très professionnels pour épouser les idées qu'ils avaient. Alors, c'était vraiment une pierre deux coups. Si Rudy Hoffman proposait un jeu et qu'il fournissait les dessins avec son prototype, l'éditeur ne se cassait pas la tête, prenait le jeu aussi. Les succès de Rudy Hoffman aussi ont été au rendez-vous. Je pourrais faire une chronique au complet de Rudy Hoffman, mais je pourrais vous dire que les jeux les plus connus de Rudy Hoffman, il y a eu Café International, mais il y a aussi un jeu justement dans la gamme des jeux pour 2 que je vous ai parlé à la dernière émission, de Cosmos, qui avait été récupéré, qui s'appelle Tally-Ho. Jeu, je dirais, assez léger de mémoire, mais assez cocasse aussi. À vrai dire, c'est pas des trucs d'Irlandais puis avec des bouteilles de... Non, ça, me trompes-tu? Ça, c'est un jeu de Michael Reineck, Gone Fishing. Okay. Mais non, Tally-Ho, c'est plus un jeu de chasse avec des ours, des chasseurs et des renards. Je pourrais vous expliquer le jeu dans une autre chronique, mais bref. Les jeux de Rudy Hoffman ont toute cette particularité d'être des jeux très familiaux, très légers, et il adore la mécanique de collection d'items qui vont faire des points selon les items que vous avez accumulés ou les restrictions que vous allez avoir pour les accumuler. Café International en est un exemple assez frappant. Café International d'ailleurs a très bien vieilli, même si son style et son éthique un peu plus mal vieilli. Quoi? Et les mécaniques de Café International sont parfaitement à jour. Je pense que ce jeu-là, avec un autre thème, pourrait facilement avoir un succès assez mérité. Mais d'ailleurs, Beastie Bar, c'était tout ça, Beastie Bar, qui était un peu ce genre de jeu-là, avait quand même connu un certain petit succès, là. Oui, Beastie Bar, qui se veut pas vraiment inspiré de Café International, joue quand même dans les mêmes eaux, parce que Beastie Bar est aussi un jeu où vous faites rentrer différentes sortes de personnages dans un endroit public. Et chaque personnage a ses conditions pour rentrer. Donc, il faut gérer ça, finalement. Café International, c'est un peu ça. Vous gérez un peu les nationalités qui vont s'asseoir dans une place publique internationale.
Ok, on va s'arrêter là pour ça, hein? On veut pas avoir de problème. Rudy Hoffman, donc, ont commencé la tradition. Mais aux États-Unis, il y en avait un dans les années 70 qui faisait la même chose que Rudy Hoffman. Et quand je dis la même chose, c'est vraiment quelque chose qui est assez similaire aussi dans le style de dessin. Parce que lui aussi est reconnu pour ses dessins très, très, très singuliers, volontairement simplistes, dignes des Simpsons, je vous dirais. C'était les Simpsons avant le temps. C'est M. Tom Wham. Tom Wham est un auteur de jeux très connu du monde des amateurs de Donjons et Dragons, je dirais dans les années 80-90. Parce qu'il publiait des jeux régulièrement dans une revue qui était la revue phare des amateurs de Donjons et Dragons, qui s'appelait Dragon Magazine. Il faisait des jeux en encore qu'il publiait dans cette revue-là. Et ces jeux étaient hyper contrastants avec l'univers hyper sérieux de Donjons et Dragons et ces artistes très léchés, très chromés, très hyper réalistes avec leurs dessins. Lui, il faisait des dessins vraiment très, très fantasques. Comme je disais, un style Simpson, très volontairement simpliste, donc très caricatural, et avec des thèmes aussi vraiment qui sortaient de nulle part, comme la chasse aux éléphants. Un jeu qui est paru, qui s'appelait la chasse aux éléphants. Il fallait chasser des éléphants. Encore une fois, Oui, jouer un braconnier, c'est parfait, ça. voilà, une thématique qui passerait tellement. Je vais vendre cet ivoire à des Chinois pour qu'ils augmentent leur capacité sexuelle. Voilà. Et Tom Wham a aussi d'ailleurs a participé aussi à une parenthèse comme ça, une conversion de SimCity, jeu vidéo, puisqu'on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. SimCity de Card Game qui l'a fait, et je sais que ça vous intéresse, ça, messieurs, puisque vous êtes des amateurs de jeux d'urbanisation. Donc, c'est le vrai SimCity de Card Game, le collectible Card Game dont tu nous parles? Je pense que oui. Parce que les dessins de ce jeu-là, moi j'ai ça chez moi, les dessins sont malheureusement affreux en fait. C'est pas lui qui en fait, ok, je sais même pas si c'est des dessins, je pense que c'est des photos d'ailleurs. C'est comme le Building Blur, là, t'es allé au coin de la rue, t'as pris une photo, t'as mis ça dans le jeu. C'est pas lui qui a fait les dessins. Okay, il a participé au développement du jeu. Mais habituellement, c'est Tom Wham qui fait les dessins de ces jeux. Ces jeux les plus connus, je vous dirais, il y en a un qui s'appelle Awful Green Things from Outer Space, sorti en 1979. Qui est littéralement, c'est littéralement Alien, le jeu société. La première version de Alien, le jeu société, mais Tom Wham ne connaissait pas le film Alien. Et il a juste imaginé un univers avec du monde pris dans un vaisseau avec des extraterrestres verdâtres complètement bizarres qui étaient en train d'envahir le vaisseau. Et il faut simplement survivre devant ça. Il a aussi fait un jeu qui s'appelle Kings and Things, gros jeu hyper digne de son époque des années 80, gros jeu de 5 heures où on est 4 joueurs en étant des rois qui vont recruter toutes sortes de bestioles dans un royaume fictif à la Small World. Mais c'est beaucoup plus déjanté que Small World parce que vous pouvez recruter des affaires aussi bizarres là-dedans que des pingouins tueurs ou des ours qui se prennent pour des éléphants. C'est vraiment c'est très digne de Tom Wham parce qu'il adore sortir des choses normales finalement. Son dernier jeu en date, c'est Feudality, qui est sorti en 2011 chez Lookout Games, éditeur dont je vous avais parlé pour sa gamme de jeux à deux à la dernière émission. Lookout Games, très sérieux éditeur qui a été responsable de Agricola et Le Havre, qui se vantaient de faire des jeux pas de dés. Ben avec Feudality, ils ont été obligés de se plier. Ils ont voulu finalement aller chercher la clientèle qui aimait les dés, parce que Tom Wham, dans ses folies, n'a absolument aucune peur de recourir au hasard et au chaos dans ses jeux. À vrai dire, il l'embrasse totalement. Alors, si vous êtes des stratèges forcenés quand vous jouez à des jeux, ne jouez pas à des jeux de Tom Wham. Vous allez sortir de là hyper frustré. Parce que c'est le genre de jeu que Tom Wham va faire, comme Feudality par exemple. Vous pourriez, après avoir passé 3 quarts d'heure à jouer, et c'est un jeu qui dure 1 heure à peu près, 3 quarts d'heure à jouer, vous pigez une carte d'événement qui dit que vous perdez la moitié des points que vous avez ramassés pendant 3 quarts d'heure. C'est terrible! Flip the table! Je pensais pas que ça existait encore! Oh, et Tom Wham, c'est celui qui fait perdurer la vieille école des jeux de société. Et puis après ça, ben, il y en a d'autres. Doris Mathéus est la première superstar des auteurs de jeux de société qui dessinaient les jeux. Première superstar parce que c'est elle, finalement, qui était la première artiste qui a donné les premiers dessins, les premières éditions de jeux comme Catan, Carcassonne, Tigre et Euphrate, El Grande.
nommez-les, tous les gros succès des premiers jeux euro, c'est elle qui les dessinait. Parce que son style était absolument unique. C'est un style un peu pastel, un peu enfantin, mais en même temps adulte, un peu innocent, mais surtout exotique. Et ça allait avec l'exotisme de la vague des jeux euro qui séduisait les Nord-Américains qui voyaient ces jeux-là comme une révélation sortie de nulle part, qui venait tout défaire leur conception classique des jeux de société. Donc, Doris Matthäus a fait ses jeux aussi parce qu'elle a marié un auteur de jeux, Frank Nestel. Et ces jeux qu'elle a faits sont vraiment fameux. En fait, Frank Nestel aussi. Un jeu, par exemple, comme Dicke Kartoffeln en 1990, où vous êtes des cultivateurs de patates. Et vous devez, déjà à cette époque-là, c'est un jeu en avance sur son temps parce que vous deviez séparer vos cultivations de patates en celles qui étaient bio et celles qui n'étaient pas bio. Ah, oui. Nice. Et c'est un gros jeu de gestion économique qui pouvait durer 5 heures à 6 heures. Ça. Alors, bonjour les amateurs de jeux de gestion. Mais ils ont fait aussi des jeux assez révolutionnaires comme Ursupé et Urlan, des jeux d'évolution à partir de cellules fondamentales qui évoluent vers des formes de vie plus évoluées. Et après Matthäus, ben là, il y a eu évidemment d'autres auteurs de jeux qui ont vu que c'était possible de dessiner des jeux et d'avoir du succès. Donc, Dominique Erard, auteur de jeux français dont j'ai parlé dans l'émission encore une fois, avec Condottière, fait partie de ceux-là, avec un style très médiéval dans ses dessins. Il n'a pas toujours été retenu pour dessiner les jeux qu'il publiait, mais quand il le faisait, c'était assez singulier. Dominique Erard aussi, et c'est celui qui a mis au monde le fameux Marrakech, avec les fameux tapis. Et le petit pion Hassan qui se promène. Donc, il a, parmi les nombreuses éditions de ce jeu-là, il y en a une qui a été dessinée par Dominique Erard. Et auteur aussi qu'on connaît un peu moins, parce qu'il était plus populaire dans les années 2000 plutôt que 2010, c'est Michael Schacht. Michael Schacht, responsable de grands succès des années 2000, Zoloreto, entre autres, Spiel des Jahres 2007, c'est lui qui a dessiné la boîte de Zoloreto. En fait, Michael Schacht est un graphiste de formation. Alors, quand il dessinait des jeux, ça pouvait arriver qu'il pouvait les éditer. D'ailleurs, le jeu Hansa et le jeu China sont des jeux qui ont été dessinés par lui aussi. Ces deux jeux-là ont été réédités depuis. Hansa a été réédité par un jeu qui s'appelle Traders of the Air, en fait. C'est Traders of the Air, le titre. Et China qui a été réédité sous le nom de Iwari. Donc, ces deux titres-là sont apparus l'année passée. Preuve que les jeux de Michael Schacht sont rééditables. Ce n'est pas un auteur de gros jeux, mais c'est un auteur de jeux très ingénieux et très consistant. Très fameux pour inventer des mécaniques d'enchères qui n'ont jamais été inventées avant. Mais la touche de Michael Schacht dans le graphisme n'est pas à négliger. D'ailleurs, elle peut faire même rivaliser même avec les graphismes qu'on a dans les jeux d'aujourd'hui. Et après Michael Schacht, on a eu ceux que vous connaissez peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire Michael Menzel, Ryan Lockhart, que je considère comme l'homme orchestre des jeux de société, parce que non seulement il dessine les jeux qu'il invente, mais en plus, il les édite de A à Z. Donc, ça fait le tour, je vous dirais. En fait, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais le temps nous manque. Alors, je vous laisse là-dessus. Parfait. Ben, Coloretto, hein, t'as nommé Zoloreto, bon, gagné le film, mais Coloretto, c'est un des jeux que je joue beaucoup, puis petit jeu de cartes que j'adore. Là. Oui, tout à fait. Coloretto, gros succès de Michael Schacht, le plus gros succès de Michael Schacht, je vous dirais, probablement. J'ai noté plein de choses, là. Je voulais pas t'interrompre parce que c'était intéressant, fait que je vais y aller rapidement. Probablement Tom Wham, c'est pas lui qui a dessiné qui a fait les dessins pour SimCity, c'est effectivement des photos affreuses, vous irez regarder ça. Mais je vous invite surtout à aller voir Tom Wham, W-A-H-M, à aller voir le style de ce gars, ça me semble un homme très excentrique. C'est vraiment le stéréotype du Midwest américain. Le gros gars avec une grosse barbe blanche. Vraiment un phénomène, en fait. Je trouve que ça représente l'inventeur un peu fou des jeux de société. Je trouve ça toujours intéressant de voir ces genres de gars-là. D'ailleurs, il y a un site web absolument déjanté. Donc, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il vend ses jeux, d'ailleurs, sur son site web. Ouais, et il vend ses jeux, effectivement. J'ai vu ça. Pas toutes, mais les jeux qu'il a comme fait lui-même. Là. Donc, c'est Homemade Game. Fait que vraiment, j'imagine qu'il fait ça dans une grange en plein milieu de l'Illinois. Donc, vraiment intéressant. T'as pas mentionné pour moi deux
auteurs assez intéressants qui sont québécois, en fait, qui font leur propre art. J'ai pensé, et là, dès que tu as commencé ta chronique, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Marc Baudouin. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a Marc Baudouin. Marc Baudouin. Castle. Castle. C'est vrai. Bon point. J'aurais pu m'attarder effectivement sur Marc Baudouin. Marc Baudouin, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie de ILO 307, distributeur de jeux de société au Québec. Important. Il a eu une époque, Marc Baudouin, quand il a commencé dans les jeux de société, il était auteur à son compte et éditeur à son compte. Il a créé 2 jeux qu'il a dessinés lui-même. Un jeu qui s'appelle Castle, qui est un hommage à Risk, et un jeu qui s'appelle Sherpa, qui est, disons, un jeu un petit peu plus singulier, où vous vous en doutez, vous allez aller dans le monde de l'escalade avec des Sherpas. Les dessins de ces jeux-là sont dessinés par Marc Baudouin. Donc... Et en fait, c'est dessiné dans une espèce de... Tu sais, c'est comme aquarelle un peu, là, c'est de la peinture. Je pense même pas que c'est des dessins, je pense que c'est de la peinture. Fait que ça donne quand même un look assez spécial au jeu. C'est pas quelque chose qu'on voit encore de nos jours, vraiment, tu sais. Effectivement, c'est vraiment pas du dessin que vous êtes habitué de voir dans les boîtes de jeux. C'est beaucoup plus, je dirais, artisanal. Exact. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce côté-là, mais... Au début, bon, tu mentionnais, les éditeurs étaient juste comme, OK, on va prendre les dessins qui sont déjà faits parce que, ben, on sauve du cash, puis de toute façon, c'est ça. Mais la mentalité des gens qui éditent eux-mêmes leur propre jeu ont aussi une espèce de mentalité d'économie derrière où, ben, je peux pas vraiment engager un artiste, donc je vais apprendre moi-même à faire le visuel pour mon jeu. Et le deuxième exemple, qui est encore plus près de nous, puis qui est quand même assez bien réussi, c'est, et si je me trompe pas, c'est Goblivion. Goblivion oui, et Dinoblivion. J'ai vu aussi, oui. Je pensais que tu étais pour me nommer Benjamin Gauthier. Mais là, ça, c'est mon 3e point. Spoil pas toute mon affaire, là. Mais Goblivion, c'est Jean-François Gauthier. Oui, tout à fait. Jean-François Gauthier qui connaît quand même un très beau succès avec son Goblivion et Dinoblivion. Et il faut le mentionner. Jean-François Gauthier est un peu comme Ryan Lockhart au Québec. Il écrit, il édite et il dessine ses jeux. Alors, c'est vraiment admirable. Moi, je lui donne chapeau bas à Jean-François Gauthier. C'est peut-être même notre premier créateur de jeux de société qui... quoique Marc Baudouin l'a fait aussi. Mais je pense que Jean-François Gauthier récolte un plus franc succès avec ses jeux que Marc Baudouin l'a eu avec ses jeux à l'époque. Je parle surtout d'un succès au niveau international parce que les jeux de Marc Baudouin se sont surtout vendus au Québec. Alors que Jean-François Gauthier récolte vraiment les éloges à travers, je dirais, en Europe et aux États-Unis à la fois. Ah, absolument, c'est bien dit. C'est bien dit. Puis là, on voit que son style visuel a beaucoup évolué dans Dinoblivion. Tu sais, Goblivion, c'est quand même beau. On s'entend, c'est un style un peu unique, là, mais dans Dinoblivion, il y a une coche au-dessus. L'expérience est rentrée, puis c'est quelque chose, dans le fond, qui a développé pour ça, puis que ça se traduit bien. Mon dernier exemple avec ça, puis je vais faire vite parce que je vois le temps file, mais je veux pas faire trop de promo. Vous savez, on travaille sur une compilation de roll and write d'auteurs québécois. On avance assez bien. D'ailleurs, on avait déjà partagé le groupe Facebook. Si vous voulez suivre ce projet-là, n'hésitez pas à venir le suivre. Et on a récemment commencé à travailler avec un artiste, Benjamin Gauthier, qui est aussi un auteur dans le jeu. C'est l'auteur de Roll and Cook. Alors, l'auteur de Roll and Cook qui fait ses propres dessins. Et là, nous, on l'a engagé pour faire les dessins de plusieurs jeux dans le livre. Et ça a comme fait une espèce de réalisation pour moi à quel point la personne qui fait les dessins, surtout dans notre cas à nous où on est encore très débutant en édition puis on apprend des choses, à quel point l'illustrateur et l'illustratrice a un pouvoir sur le jeu et à quel point ils ont la chance de... C'est pas designer un jeu, faire les dessins, mais tu touches au design en changeant des icônes, en changeant des symboles, en changeant des petites choses un peu de place, en améliorant de l'ergonomie. Tu es, oui, illustrateur, illustratrice, mais tu es aussi un peu designer de jeu par la bande. Donc ça m'a comme fait avoir cette réalisation-là que je trouvais vraiment intéressante de vous partager.
Ouais, ça donne vraiment vie au jeu, à vrai dire. Simon a tout à fait raison. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que depuis que Dixit a eu le succès qu'on connaît, depuis 10-11 ans donc, les éditeurs sont de plus en plus nombreux maintenant à mentionner le nom de l'illustrateur comme le nom de l'auteur sur les boîtes de jeu, parce que, il faut se dire, les illustrateurs font partie vraiment du succès d'un jeu lorsque le jeu répond bien aux attentes. Ouais, puis c'est pas nécessairement comme tous les illustrateurs qui pourraient illustrer un jeu de société, nécessairement. Il y a comme un... Oui, c'est sûr, si tu prends le dessin puis tu le mets sur une carte, n'importe quel illustrateur peut le faire, mais pour illustrer comme l'ensemble d'un jeu, le plateau, tout ça, faut que tu sois un peu graphiste, mais en même temps, faut que tu sois illustrateur, mais il faut que tu comprennes le concept du jeu aussi. Sinon, ça va être très difficile de rendre ça de la bonne façon, là. Oui, exactement. Cool, merci Pierre, je m'attendais pas à ce qu'on aille là aujourd'hui. Je suis bien emballé. Ben, c'est toujours ça la mission, tu sais bien. Ben oui, il faut surprendre un peu. Alors, je vais y aller rapidement avec ma chronique. Je dis rapidement, on va essayer de pas buster le temps trop aujourd'hui. Mais c'est la 3e partie et la conclusion de ce dossier sur les droits d'auteur en général. On a parlé des marques déposées il y a 2 semaines. On a parlé des droits d'auteur copyright la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler d'une affaire qu'on entend peut-être un peu moins parler, les brevets. Les patents en anglais, donc les brevets. Un brevet, c'est quoi? Un brevet, ça protège les choses qui peuvent être fabriquées ou utilisées. L'invention doit être nouvelle et pas la modification de quelque chose qui existe déjà. Contrairement aux marques déposées et aux droits d'auteur qui, habituellement, la simple utilisation fait que ça nous appartient, les brevets doivent être enregistrés. Et, chose très importante, puis on va y revenir un peu plus tard, mais il y a une limite à laquelle on peut s'approprier un brevet. Ça veut dire que si ça fait 1 an, la limite c'est 1 an, donc si ça fait 1 an que cette invention a été déjà divulgué auprès du grand public, il n'est plus possible de l'enregistrer comme un brevet. Alors, il faut souvent s'y prendre d'avance au début du processus. C'est quelque chose absolument qui va se faire. Bon, il y a des sites pour enregistrer un brevet et tout ça. Les processus liés au jeu peuvent être brevetés. Et on va voir, dans le fond, qu'il y a, dans le temps, plusieurs exemples de choses qui ont été brevetées. Peut-être que de nos jours, les brevets sont moins d'actualité, mais le 19e siècle et le début du 20e siècle ont été marqués par les brevets. Encore là, de nos jours, on voit des brevets qui changent un peu le monde, comme vous savez, l'espèce de fameuse prise aimantée de Apple, là, quand vous avez un ordinateur, un iMac, là, tu branches ça, puis la prise est aimantée, donc ça vient comme se coller tout de suite. Ça, c'était un gros brevet dans l'industrie de la techno, mais les brevets, sachez une chose, ils ont une durée de vie, entre 15 et 20 ans, tout dépendant du domaine, mais après ça, n'importe qui peut l'utiliser légalement. Alors des prises aimantées, là, vous allez commencer à en voir de plus en plus sur le marché parce que Apple possédait le brevet dessus, mais ils l'auront plus bientôt, ça va être rendu du domaine public. D'ailleurs, petit fait intéressant, Monopoly avait breveté dans le temps où c'est sorti le Infinite Board. Ça veut dire que au lieu de partir d'un endroit et d'arriver à un autre, comme c'était le cas, mettons, dans Serpent Échelle, Monopoly, c'est un plateau où tu tournes autour tout le long. Ils avaient breveté cette chose-là. Bien entendu, le brevet qui a expiré depuis vraiment longtemps maintenant, mais à un certain moment, on ne pouvait pas faire un jeu sans payer les droits du brevet ou même se faire refuser le fait de faire un Infinite Board qui tourne. D'ailleurs, aussi Magic the Gathering est un autre jeu qui a mis beaucoup de brevets en place, dont la méthode pour collectionner des cartes, là, donc de vendre des paquets comme ça, ça avait été breveté par Magic the Gathering. Par contre, comme vous pouvez voir, avoir un brevet, ça demande, faut l'enregistrer, c'est assez coûteux et ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a plein de documentation à fournir quand on veut enregistrer un brevet, ce qui fait que la plupart du temps, c'est très rare que des gens vont enregistrer des brevets de nos jours, surtout dans un monde où on a plein de petits éditeurs indépendants, là, il y a peu de place pour les brevets.
C'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose là, qui va être plus difficile à mettre en place que les autres affaires. Pour qu'un brevet soit mis en place, ça demande des critères très spécifiques. Comme je vous dis, il faut produire une documentation, il faut le donner. Et on peut breveter une mécanique de jeu, on peut breveter un matériel de jeu, on peut breveter plusieurs choses, mais ça demande ces points précis, ça demande une originalité. Ça veut dire que ce que vous voulez breveter ne doit pas déjà exister, ne doit pas être connu, ne doit pas être utilisé par d'autres aussi. Fait que là, ça va être important après pour breveter quelque chose, d'étudier plein de jeux de société. Là, on est toujours dans le domaine des jeux de société, parce que ça veut pas dire que, à cause que c'est pas une mécanique qui est très connue, elle peut être brevetée, parce que peut-être que quelqu'un l'utilise déjà dans un jeu obscur. Donc, ça va demander beaucoup de recherche, souvent, qui va passer par des conseils légaux et tout ça, pour aller scruter ce qui se fait dans le monde du jeu et essayer d'avoir un brevet dessus. C'est important d'expliquer clairement en quoi votre mécanique ou matériel est distinct de la meute. C'est aussi pour ça, selon moi, que dans le jeu de société, puis on va voir un peu plus tard, on voit beaucoup de brevets. Ben, on n'en voit pas beaucoup, mais on voit plus des brevets au niveau du matériel que des mécaniques. Parce qu'un matériel, souvent, c'est peut-être un peu plus facile de comparer avec ce qui est fait qu'une mécanique de jeu, où là, il y a tellement de possibilités. Ensuite, il doit être original, mais la différence entre la mécanique de jeu que vous amenez et celle qui existe déjà doit être évidente pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine. Ça veut dire que si moi j'arrive avec une twist sur la mécanique de deck building, qui fait que c'est vraiment différent, mais en même temps c'est juste une petite twist dessus qui le change, que quand je le montre à un spécialiste des jeux de société ou quelqu'un qui en raffole, va être comme « Oh oui, ça change totalement la façon qu'on a de voir ça », mais que quand on le présente à un moldu des jeux de société, ben lui il voit pas la différence. Ça veut dire que ça va être très difficile de faire breveter ça encore une fois. Faut que n'importe quel commun des mortels soit capable de le distinguer. Le troisième point important sur les brevets, c'est qu'il doit être utile. Et en fait, je lisais un peu des conseils justement d'avocats sur les brevets en jeu de société, et il disait qu'en réalité, ce point-là était le moins problématique parce que la valeur éducative ou même la valeur du divertissement peuvent répondre à l'utilité d'un brevet. Donc ça, c'est pas vraiment un enjeu, l'utilité d'un brevet, mais c'est quand même important de savoir que ça doit être utile. Il existe un outil, ça s'appelle Google Patent. Je savais pas que ça existait, mais dans le fond, Google, à l'intérieur de Google, il y a un outil, un engin de recherche pour trouver tous les brevets. Fait que vous pouvez aller sur Google Patent et chercher Board Game, et vous allez en voir des centaines et des centaines de milliers de brevets. La plupart qui sont déjà expirés parce qu'ils ont été faits, comme je vous disais, à la fin des années 1800, au début des années 1900, mais il y en a vraiment beaucoup. On va en regarder quelques-uns rapidement. Justement, Magic the Gathering, Trading Card Game Method of Play. Alors, c'était ça. Il y avait aussi mis un brevet sur la mécanique de tapping. Tu sais, le fait de tourner une carte, de l'activer. Quand elle est activée, donc tapping, bien entendu, qui est désuète depuis. Sinon, dans le cas du matériel, on a le jeu Dark Tower de Milton Bradley, 1983. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. D'ailleurs, il y a eu récemment un Kickstarter, je pense, un remake de Dark Tower. Eh bien, il y a une espèce de tour au centre du jeu qui est un petit ordinateur là, qui va te dire un peu qu'est-ce qui se passe. Ça avait été breveté dans le temps. Ensuite, on a le jeu Perfection. Vous vous rappelez de ça? C'est un jeu avec une espèce de plateau là, qui vibre, puis il y a un timer dessus, puis il faut que tu mettes toutes les affaires, tous les petits triangles, les petites croix, tous les bons symboles aux bonnes places, sinon avant la fin du temps, parce qu'à la fin du temps, ça explose, puis toutes les pièces se revolent partout. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été breveté aussi. Vous comprenez que le matériel, justement, est souvent plus intéressant à breveter. Ensuite, Polarity, qui était un jeu qui utilisait un système d'aimant. Ça avait été aussi breveté. Un autre qui est assez drôle, parce que j'ai aucune idée c'est quoi, mais il y a un jeu qui s'appelle Cashflow 101. Et quand tu as un brevet, il faut obligatoirement que tu aies un nom pour ton brevet. Et eux, leur nom, c'est Apparatus and Method of Playing a Board Game for Teaching Fundamental Aspect of Personal Finance, Investing and Accounting. Oui, ça c'est... c'est sûr que oui.
Cashflow 101 est un jeu assez connu dans le milieu économique. OK. Parce que c'est justement un jeu qui s'est affiché d'emblée comme pédagogique, sérieux même, qui veut montrer qu'est-ce que c'est faire fructifier son argent dans la vie. On parle quand même d'un jeu avec des mécaniques qui sont assez classiques, pas euro, mais en même temps, elles sont pas trop banales. Je dirais que c'est quand même un jeu où on roule les dés et on avance sur des cases, mais il y a quand même quelque chose de pensé de façon assez je dirais, cohérente avec la thématique du jeu dans sa façon d'être. Et le jeu il y a eu un bout de temps où ce jeu-là se vendait une fortune. Parce qu'on n'en trouvait plus des copies. C'est devenu mythique comme jeu. Mm-hmm. Est-ce que c'est un jeu que tu as dans ta collection, toi, Pierre? Alors, on me l'a souvent demandé et je ne l'ai jamais pris parce que j'en ai jamais senti le besoin. Mais je dirais que il y a eu des fois où j'ai été tenté de le prendre. Ensuite, d'autres brevets. Bon, on a Stop Thief, le jeu avec le téléphone. Là. Donc, tous les jeux un peu électroniques, on dirait qu'il y avait des brevets. C'était tellement la mode, hein? C'était tellement la mode. C'était tellement cool. Mall Madness. Il y a un rabais dans l'allée 5 pour les robes pour les madames. OK, on y va. J'adore ce jeu. Il y en a un brevet que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le jeu Chrononauts. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'est un petit jeu de cartes là, dans lequel on va simuler du voyage dans le temps, en fait, et c'est exactement ça leur brevet, Method of Simulation, Time Travel in a Card Game. Donc alors ça a été breveté ce truc-là, et ce qui est quand même assez drôle, c'est que les mécaniques dans le jeu finalement ne sont pas celles du brevet. Ils n'ont pas utilisé celle-là parce que probablement que dans les playtests, puis ça, ils ont juste comme changé le truc. Mais ils avaient quand même fait un brevet pour ça. Je serais curieux de regarder plus en détail. Là. J'ai pas regardé tous les détails, mais il est encore actif à ce jour. Il expire l'année prochaine. Alors peut-être qu'il y aura plein de jeux qui vont sortir avec une mécanique révolutionnaire brevetée pour le voyage dans le temps. Twister, hein, bien entendu. Twister, vous pouvez imaginer qu'il y a ça. Ensuite, il y a ce qui est drôle dans ces brevets-là, c'est que justement, il y a des centaines et des centaines de brevets sur des jeux de stratégie abstraite du début du 19e siècle, de la fin du 19e. Des jeux là, tout aussi, comme vous pouvez imaginer, là, c'est genre toujours une grille avec des triangles, avec des lignes, avec des affaires. Donc, tous ces jeux-là ont tous été brevetés. C'était vraiment l'âge d'or des brevets. On va conclure un peu cet aspect-là avec un article vraiment intéressant que j'ai trouvé, écrit par des avocats, en fait, The MacArthur Law Firm, a posé des questions sur est-ce que le terme et le concept... Ok, attendez, je vais reprendre ça, ok, parce que comme on le voit, le breveter une mécanique, c'est difficile. Ça demande quelque chose de vraiment unique, de vraiment nouveau. Et c'est pas tous les jours dans le monde du jeu de société qu'il y a une nouvelle mécanique qui arrive, qui ressemble à rien puis qui est complètement nouvelle. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais récemment, dans les derniers 5 ans, il est arrivé quelque chose dans le monde des jeux de société qui aurait pu être breveté. Peut-être que ça allait, peut-être que ça allait pas, on va le voir tantôt, mais je parle bien entendu de la mécanique Legacy, qui est en fait assez nouvelle, qui ressemble pas à grand-chose, qui a changé le monde du jeu. Eh bien, la question que cette firme d'avocats s'est posée, c'est est-ce que le Legacy s'est breveté? Alors, sont allés interviewer Rob Daviau et Hasbro. En fait, ils ne sont pas allés interviewer Hasbro, mais ils ont fait des recherches sur Hasbro pour voir est-ce que quelqu'un possédait le brevet pour faire des Legacy. Hasbro avait même aucun intérêt à breveter la chose, et là c'est clairement une espèce de manque de vision selon moi en voyant qu'est-ce que le Legacy est en train de devenir. Il aurait pu se faire bien du cash ou empêcher des gens d'utiliser cette façon-là de procéder, mais ils l'ont pas fait, même que Rob Daviau a mentionné dans cette entrevue-là que lui-même aurait voulu le breveter
Sauf que, dans le fond, il était trop tard parce que ça faisait déjà 1 année que ça avait été révélé au grand public. Donc, comme je vous disais au début, il y a une limite à laquelle on peut breveter quelque chose. Par contre, il était bien content que Hasbro l'ait pas breveté parce que lui a quitté pas longtemps après et avait l'intention d'exploiter ce genre-là et de continuer à travailler sur des jeux dits Legacy. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ça arrive. On a peu de temps pour la suite, mais il y a tout un pan de tous ces droits de choses qu'on n'a pas abordé. C'est tout ce qui est du domaine public. Donc libre de droit que tout le monde peut utiliser. Très difficile avec certains jeux de savoir est-ce qu'ils sont du domaine public ou non. Et tout l'autre pan qui est une nouvelle tendance dans le monde des droits d'auteur et tout ça, c'est le Creative Commons. Donc le Creative Commons, c'est de donner droit à des gens d'utiliser ces créations selon certaines règles. Alors, on a plusieurs niveaux de Creative Commons. On peut dire, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, faire n'importe quoi. Vous pouvez l'utiliser à des fins non commerciales. Vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales sans le modifier. Ce que ça permet, ce genre de gestion de droits sur des œuvres, ça permet de donner accès à beaucoup de gens à ces œuvres sans avoir à micro-gérer chacune des demandes pour l'utilisation des droits. C'est quand même, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une assez grosse révolution dans le monde des droits d'auteur. Dans le monde du jeu de société, c'est peut-être moins présent, cette notion-là, mais dans le monde des illustrations en ligne, de la musique gratuite sur Internet, du stock photo, toutes ces choses-là, c'est vraiment des gros changements de mentalité. Et avec l'apparition de tout ce qui est print and play, et tout ça, j'ai l'impression peut-être qu'on va voir un peu plus cet aspect-là dans les jeux de société. Ça conclut notre grand dossier là, sur les droits d'auteur. En conclusion, est-ce que quelqu'un peut voler mon jeu? Oui, à 100%, quelqu'un peut voler votre jeu en autant qu'il ne vole pas votre visuel, qu'il ne vole pas la manière, les mots dans les règles, qui ne viole aucune marque déposée et aucun brevet. Quelqu'un a totalement le droit de voler vos jeux. C'est vraiment pas l'approche que je recommande, mais c'est un choix de... C'est pas un choix parce que c'est une jurisprudence, bien entendu, mais c'est quelque chose à se questionner. Parce que si on va de l'autre côté et qu'on veut pas permettre aux gens de voler les jeux, ben ça veut dire que les mécaniques vont appartenir à certaines personnes. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas vers là. On aura toujours Reddit pour se défendre si quelqu'un vole votre projet. C'est la meilleure place à aller si vous avez un problème. Engagez pas d'avocat, vous allez juste perdre votre temps. Allez faire un beau post sur Reddit, présentez votre cas et la justice sociale sera rendue. Mais la justice sociale vient avec un prix. Je pense souvent à Batman. Batman, ce justicier masqué qui a comme motto de ne jamais tuer les gens, mais il en rend beaucoup paraplégiques. Ok, c'est un peu parallèle. Mais je suis quand même content que justement les Legacy, ces trucs-là, ça n'a pas été breveté parce que ça limite vraiment la possibilité de création, ça garde des bonnes idées entre les mains de certaines personnes qui vont pas nécessairement bien les utiliser. C'est comme... Non, si le Legacy avait été breveté par Hasbro, là, j'aurais trouvé ça bizarre. Ouais, ben en plus, dans le monde, surtout technologique, là, c'est en ce moment, tu sais, le domaine technologique, on s'en rend pas compte, mais c'est une guerre de brevets. Les gens s'achètent et se vendent des brevets. C'est vraiment là que ça se passe. Des compagnies comme Kodak, on a l'impression que cette compagnie-là n'existe plus. Tout ça, eux, en fait, possèdent un portefeuille de brevets incroyable qui leur permet encore de faire de l'argent, même s'ils sortent pas de nouveaux produits. Donc, est-ce qu'on veut que le jeu de société aille dans cette direction-là? Tu parlais de JF, d'ailleurs, pas que la copie, c'est l'innovation, mais que de prendre l'idée d'un, de la modifier, c'est ça aussi l'innovation. Donc ça prend ça pour stimuler une communauté. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir s'en mettre plein les poches en volant les idées des autres. Ça, c'est pas ça qui va changer. Mais je pense que de pouvoir s'inspirer en tant que créateur, c'est très important. Oui, exactement. C'est d'une certaine façon une œuvre créative artistique et il faut traiter le sujet de la sorte. C'est même un amalgame de différents arts, le jeu de société.
Donc, je vois pas... non, je suis bien d'accord, il faut pas que les mécaniques soient brevetées. Il faut laisser la possibilité aux créateurs d'utiliser ça, de la changer, de le modifier, de l'adapter. C'est vraiment ce qui nous permet, tu sais, aujourd'hui de dire que les mécaniques de jeux de société ont vraiment évolué. C'est qu'ils se sont pas arrêtés à la première version qu'ils ont sorti. Il y a plein d'autres gens qui ont poussé le modèle, ils ont voulu l'intégrer, faire plus, aller plus loin. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a une industrie et des jeux assez phénoménales aujourd'hui. Bien dit, bien dit. Fait que ça fait déjà le tour de notre épisode 6, messieurs. Ça va vite encore. On est déjà presque on a dépassé la mi-saison. Ouh là là, ça va vite. Ça va très vite. Il faut qu'on recommence à faire des saisons de 20 épisodes, je pense. Commence en même temps, non, c'est vrai. Parce qu'il faut comprendre quand même que ça demande beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On dit pas ça pour attirer la sympathie. Là. C'est juste pour dire que on va garder ça à 10 épisodes par saison. On va essayer de prendre des pauses raisonnables entre les saisons pour avancer le plus possible le contenu. Sinon, 11 avril... Party de fin de saison, mettez ça dans votre calendrier. Merci beaucoup les Patreons si vous voulez nous encourager. Patreon Balado Ludique. On vous a parlé quelques fois de notre projet de compilation Roll and Write d'auteurs québécois. Vous pouvez trouver le lien vers le groupe pour suivre toutes les avancées de ce projet-là, des exclusivités, des tests, les illustrations en avant-première. Donc tout on montre vraiment les coulisses de ce projet-là sur notre groupe Facebook du projet. Il n'y a pas de secret, on est assez ouvert. On vous démontre vraiment comment est-ce qu'on fait 12 jeux en même temps au lieu d'en faire un. Ça c'était un peu un délire, mais bon, hein, on est embarqué là-dedans. On a le pied dans l'engrenage jusqu'à la jambe. Et voilà. Ben oui, c'est super. Fait que, JF... Simon, c'est un plaisir. On se parle bientôt. Un plaisir. Et là, Pierre, là c'est toi qui as le mot de la fin. Là. Vraiment.